Alors bonjour, je suis le professeur Naïm Esbahi. Alors je vais assurer une partie du cours du module physiologie des grandes fonctions de S5. Alors ensemble nous allons voir la fonction digestive et la fonction rénale. Alors nous allons commencer par le système digestif et d'abord on va commencer par une petite introduction. Alors vous savez que les cellules de l'organisme, ils ont besoin de nutriments tels que le glucose, les acides aminés, les acides gras, les vitamines, les sels minéraux et l'eau. Alors bien sûr, ces nutriments, ils existent dans nos aliments, mais certes sous une forme complexe, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de traverser les membranes cellulaires. Alors le rôle de la digestion, c'est de simplifier le bol alimentaire en le ramenant progressivement vers des formes qui sont physiques et chimiques, compatibles avec leur absorption digestive et leur transfert dans le système de distribution cellulaire, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Alors, pour être assimilés et utilisés, les aliments doivent être transformés comme suit. Alors, les di et les polysaccharides doivent être transformés en sucre simple, c'est-à-dire en monosaccharides. Les protéines doivent être transformées en acides aminés. Les triglycérides doivent être transformés en glycérol et acides gras. Alors, les monoglycérides, les acides aminés, les glycérols et acides gras, ainsi que les vitamines, sont absorbés sans aucune transformation. Alors, cet apport de petites molécules organiques est indispensable pour le maintien de l'homéostasie, c'est-à-dire de l'équilibre intérieur, car il va assurer la construction et la réparation des tissus, de même que la production de chaleur et d'énergie sous ses différentes formes mécaniques et calorifiques. Alors, donc, ce tableau-là, il va résumer un peu le rôle de la digestion. Alors, les aliments, ils vont être transformés par la digestion en nutriments. Alors, les nutriments, une fois absorbés, c'est-à-dire lorsqu'ils auront passé la barrière intestinale, ils vont passer dans le sang et dans la lymphe et ils vont assurer une composition adéquate du sang en combustible, en eau et en matière première, ce qui va permettre d'assurer une composition adéquate du milieu interstitiel, d'où la production d'énergie nécessaire à la fonction cellulaire, la production de chaleur indispensable au maintien de la température corporelle, l'entretien des structures cellulaires, la régénération cellulaire et la croissance cellulaire. Toutes ces fonctions, bien sûr, assurent l'homéostasie corporelle. Donc, les fonctions de la nutrition sont assurées par le système digestif, dont le fonctionnement peut se résumer par l'ingestion, c'est-à-dire l'introduction des aliments dans la bouche, le mouvement de la nourriture le long du tube digestif, et la digestion proprement dite qui consiste en la dégradation de grosses molécules alimentaires en molécules suffisamment petites pour entrer dans les cellules, et ceci soit par des processus chimiques, une dégradation chimique faisant intervenir des enzymes. Alors les enzymes, ils sont contenus dans les sucs élaborés par les cellules ou les glandes, soit par des processus mécaniques tels que la mastication, la déglutition, le brassage, le remplissage et le vidange. Alors ce schéma-là, il résume les différentes fonctions du système digestif. D'accord? Après, la digestion, après que les aliments se soient présentés sous une forme simple, ils doivent maintenant passer dans le système de distribution, c'est-à-dire dans le sang et dans la lymphe. Alors, c'est ce qu'on appelle l'absorption, c'est-à-dire le passage de la nourriture digérée du tube digestif au système cardiovasculaire et lymphatique pour être distribué aux cellules. Alors, les aliments, ou bien les nutriments, qui n'ont pas pu traverser la barrière intestinale vont être éliminés. C'est ce qu'on appelle la défécation, c'est-à-dire l'expulsion des substances non digestives à l'extérieur du tube digestif. Donc, le système digestif, il tient un rôle important en tant qu'interface, c'est-à-dire en tant que barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, et il sert de porte d'entrée des nutriments. Alors maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques générales du système digestif. Alors, le système digestif est constitué d'une association d'organes dissemblables,
c'est-à-dire qu'ils ne se ressemblent pas, dont les fonctions sont complémentaires. Chaque fonction va compléter la fonction de l'autre. Alors, ils se divisent en deux grandes catégories. Vous avez les organes principaux et les organes annexes. Alors, les organes principaux, vous avez la cavité buccale, vous avez le pharynx, vous avez l'estomac, l'ésophage, pardon. Après, vous avez l'estomac et l'intestin avec l'intestin grêle et le gros intestin. Les organes annexes, ils comprennent les glandes salivaires. Vous avez aussi le foie avec la vésicule biliaire et le pancréas. Alors, à l'exception des dents et la langue, les organes annexes ne rentrent jamais directement en contact avec la nourriture. Alors, le rôle, c'est de produire ou emmagasiner des sécrétions qui vont favoriser la transformation chimique des aliments. Alors, ces sécrétions, bien sûr, sont libérées dans le tube digestif par l'intermédiaire de canaux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une sécrétion qui est exocrine. Alors, quelle est la structure histologique de la paroi du tube digestif? Alors, la paroi du tube digestif est composée d'une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse et une séreuse. Alors, vous avez ici le schéma, il présente la paroi du tube digestif. Alors, vous avez la lumière du tube digestif, c'est-à-dire la cavité. Directement en contact avec la cavité, vous avez la muqueuse. Sous la muqueuse, vous avez la sous-muqueuse. Après, la musculeuse qui est formée par des muscles, et vous avez la séreuse, c'est la membrane externe qui va supporter le tube digestif. Alors, la muqueuse, ou bien ce qu'on appelle le revêtement interne du tube digestif, c'est la couche cellulaire au contact de la lumière. Alors, la muqueuse, elle est formée d'un épithélium qui a comme fonction la protection au niveau de la bouche, du pharynx, de l'ésophage et du canal anal. L'épithélium a aussi comme autre fonction sécrétion et absorption au niveau de l'estomac et de l'intestin. Alors pour la sous-muqueuse, c'est la couche qui vient directement après la muqueuse. Elle contient des vaisseaux sanguins, des glandes et des tissus lymphatiques et une partie du système nerveux autonome, les plexus sous-muqueux entériques. Alors, pour la troisième couche, c'est la musculeuse, c'est la couche la plus importante. Elle est formée soit d'un tissu musculaire squelettique ou bien d'un tissu musculaire lisse. Alors, le tissu musculaire squelettique, il a comme fonction la déglutition volontaire au niveau de l'ésophage, le contrôle volontaire de la défécation au niveau de l'anus. Alors, le tissu musculaire lisse, il a comme fonction fragmentation des aliments, le mélange des aliments avec les sécrétions digestives et le déplacement des aliments le long du tube digestif. Alors la dernière couche, c'est ce qu'on appelle la tunique séreuse. Elle constitue la couche externe du tube digestif. La séreuse, elle est formée d'un tissu conjonctif qui a comme fonction le recouvrement. Alors ce tissu conjonctif, il est très résistant et il supporte le tube digestif. En plus du tissu conjonctif, on a un tissu épithélial ayant comme fonction la sécrétion d'un liquide lubrifiant. Alors maintenant, on va parler de l'innervation du tube digestif. Alors bien sûr, les activités motrices et sécrétoires du tube digestif sont commandées d'une part et en grande partie par son propre système nerveux local intrapariétal, c'est-à-dire qui est localisé à l'intérieur de la paroi du tube digestif. Alors dans ce cas, on parle de plexus qualifié d'intrinsèque ou intramuraux. Alors d'autre part, par des voies nerveuses longues du système nerveux végétatif qui vont soit se connecter sur les plexus, soit innerver directement le tube digestif, c'est-à-dire les effecteurs, les muscles lisses ou bien les glandes. Alors, concernant l'innervation intrinsèque du tube digestif, on a deux importants plexus vont assurer la riche innervation intrinsèque du tube digestif. Alors, d'une part, on a le plexus mi-entérique ou bien d'Orpach qui est situé au niveau de la musculeuse entre la couche musculaire longitudinale et la couche musculaire circulaire. D'accord? Alors, ce plexus, son rôle, c'est de régler surtout la motilité du tube digestif, c'est-à-dire le degré relatif de contraction ou bien de relâchement de la musculeuse. Le deuxième plexus, c'est le plexus sous-muqueux, représenté ici en noir. Il est situé au niveau de la sous-muqueuse. Alors, ce plexus
joue un rôle très important dans la régulation des sécrétions par le tube digestif. D'accord? Donc, je répète, vous avez deux plexus, le plexus mi-entérique qui est situé au niveau de la musculeuse et dont le rôle est de contrôler la motilité du digestif, et le plexus sous-muqueux ou bien de Messner qui est situé au niveau de la sous-muqueuse et dont le rôle c'est la régulation des sécrétions par le tube digestif. Alors concernant l'innervation extrinsèque du tube digestif, elle est assurée par le système nerveux autonome, soit par le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique. D'accord? Alors, ces deux systèmes ensemble, ils vont contrôler différents aspects fonctionnels au niveau du tube digestif, soit la motilité des muscles, les sécrétions exocrines par les glandes, les sécrétions endocrines, d'accord? Et ils vont avoir un rôle vasomoteur, c'est-à-dire ils vont régler le débit sanguin en réglant le diamètre des vaisseaux sanguins. D'accord? Alors, toujours concernant l'innervation extrinsèque du tube digestif, alors les fibres du système nerveux végétatif, ces fibres-là, ils vont soit pénétrer dans la paroi du tube digestif et faire des synapses avec les neurones des plexus. Donc, ils vont pénétrer dans la paroi du tube digestif et faire des synapses avec le plexus des neurones. Donc, leur action s'exerce en grande partie par l'intermédiaire des plexus, mais parfois ces fibres vont court-circuiter ces plexus et ils vont se terminer directement sur les effecteurs, c'est-à-dire les muscles ou bien les glandes. Alors, à signaler également que ces deux systèmes ont des actions antagonistes. Alors, de façon grossière ou bien grossièrement, les fibres sympathiques du système nerveux autonome vont inhiber les processus de la digestion, alors que les fibres parasympathiques activent ces mêmes processus. Alors maintenant, on va parler des différents processus digestifs. On va commencer par l'extrémité orale ou bien la cavité orale. C'est la partie qui contient la partie initiale de l'appareil digestif et elle constitue un organe de préhension, c'est-à-dire qui va permettre de saisir les aliments grâce à ces muscles, joues, lèvres et langue. Alors la cavité buccale, elle est formée par les lèvres, vous avez la langue et vous avez le palais. Le palais, c'est la paroi supérieure de l'intérieur de la cavité buccale. Il est formé de deux parties, le palais antérieur osseux qu'on appelle la voûte palatine et le palais postérieur, mou, qu'on appelle la voile du palais. Et vous avez aussi l'isthme du Gaussier, c'est l'ouverture, ou bien ce qu'on appelle la gorge, c'est l'ouverture qui sépare la cavité buccale du pharynx. D'accord? Alors, donc, au niveau de la bouche, les aliments vont être l'objet dans la bouche d'action d'une dégradation mécanique mastication et d'une dégradation chimique insalivation. Alors, on a dit que la préhension, c'est l'action par laquelle les aliments sont introduits dans la cavité buccale. Dans la bouche va s'effectuer une réduction de la taille des aliments et leur humidification. Donc, les aliments solides vont être l'objet dans la bouche d'action mécanique, mastication. Les aliments, ils vont être mâchés, et d'action chimique, insalivation, ils vont être imprégnés par la salive. D'accord? Donc, c'est quoi la mastication? La mastication, c'est la première phase de la digestion. C'est un phénomène qui va faire appel aux muscles de la mâchoire. D'accord? Aux muscles de la mâchoire. Alors, les aliments qui sont contenus dans la cavité buccale vont être coupés, écrasés, broyés et réduits en morceaux de petite taille par les dents. Alors, les incisives vont couper les aliments. Les canines vont déchiqueter les aliments, c'est-à-dire ils vont les déchirer en des fragments irréguliers. Et les molaires vont broyer les aliments, ils vont les écraser en petits fragments. Alors, la langue, qui est recouverte de papilles gustatives, intervient aussi dans le processus de mastication. Comment? Alors, en effet, la langue, elle va déplacer les aliments encore non mastiqués sous les molaires afin qu'ils soient broyés. Elle va aussi améliorer le mélange de la salive avec la nourriture. Alors, ces transformations vont aboutir à la formation d'un bol alimentaire mou qui est facilement avalé. Alors, c'est quoi le rôle de la mastication?
c'est réduire la taille des aliments ingurgités pour faciliter la digestion. En fait, la digestion chimique, elle est plus efficace sur de petits morceaux. Les enzymes ne peuvent pas attaquer de gros fragments. D'accord? Alors maintenant, on a dit que les aliments vont subir dans la bouche deux types de dégradation, une dégradation mécanique et une dégradation chimique par l'intermédiaire de la salive. Alors on va parler de la salivation. Quelle est la composition et le rôle de la salive? La salive est une sécrétion complexe dans laquelle on retrouve des substances dissoutes dans l'eau. Alors, les glandes salivaires produisent la salive qui contient l'eau, ayant comme fonction humidifier et agglomérer les aliments. L'amylase qui a comme effet la dégradation de l'amidon en polysaccharides appelés dextrines, c'est-à-dire des petits fragments de glucose. Le mucus qui a comme fonction rendre les aliments visqueux, ce qui va faciliter la déglutition, et aussi recouvrir la muqueuse buccale, ce qui va protéger la muqueuse. Les anticorps et les substances bactéricides qui ont comme effet combattre les micro-organismes, ce qui va assurer la protection de l'organisme. Donc la salive, c'est un mélange de l'eau, de l'amylase, du mucus, des anticorps et des substances bactéricides. Chaque composant a un rôle bien précis. D'accord? Alors la salive, c'est quoi? C'est un liquide qui est sécrété de façon continue à l'intérieur de la bouche par les glandes salivaires. Les glandes salivaires, c'est quoi? Ce sont des organes annexes, ce sont des glandes exocrines qui vont déverser leur contenu dans la cavité buccale par les canaux. Alors, il existe trois types de glandes salivaires. Les glandes parotides, les glandes submandibulaires ou bien sous-maxillaires ou bien submaxillaires et les glandes sublinguales. Donc, il existe trois types de glandes salivaires, les glandes parotides, les glandes submandibulaires ou bien submaxillaires et les glandes sublinguales. Alors, on va parler maintenant des premières glandes, les glandes parotides. Alors, les glandes parotides sont situées en dessous des oreilles et en avant de celles-ci. Entre le muscle masséter et la peau, leur conduit va s'ouvrir au niveau des molaires supérieures. Alors, je vous signale que les glandes parotides, ce sont les plus volumineuses des glandes salivaires. Elles pèsent à peu près 25 grammes. Pour les glandes sous-maxillaires, elles pèsent 7 grammes. Elles sont situées sous la partie médiane de la mâchoire inférieure. Leur conduit va déboucher derrière les incisives inférieures à la base du frein de la langue. Alors, pour les dernières glandes, les glandes sublinguales, elles sont localisées sous la langue, contre la face interne de la mâchoire inférieure. Elles vont s'ouvrir par de nombreux conduits au niveau du plancher buccal. Alors, ce sont les plus petites des glandes salivaires. Elles pèsent entre 2 à 3 grammes. Alors, comment se fait la production de la salive? Alors, la production de la salive à l'intérieur de la bouche, elle est continue. Alors, les glandes salivaires, de point de vue histologique, elles sont enfermées dans une capsule conjonctive fibreuse et elles se divisent en lobules. D'accord? Alors, l'unité sécrétrice du parenchyme lobulaire, elle est constituée de cellules sécrétrices formant des agglomérats ou bien des amas creux qu'on appelle acini. Le singulier, c'est acinus. Donc les acinis au pluriel, acinus au singulier. Alors ce sont des agglomérats de cellules sécrétrices qui sont creux et qui se prolongent par un canal. Donc vous avez des agglomérats de cellules, d'accord, vous avez ici des agglomérats, d'accord, de cellules qui s'organisent autour d'une cavité et qui se prolongent par un canal, d'accord. Donc là, je répète, l'unité sécrétrice du parenchyme lobulaire, elle est constituée de cellules sécrétrices formant des agglomérats appelés acini, ces acini, ils sont creux et ils se prolongent par un canal intercalaire. D'accord? Donc ici, vous avez une structure en grappe de raisin. Chaque petit raisin, il correspond à un acinus, c'est-à-dire au singulier acinus, au pluriel acini. D'accord? Alors, les
canaux intercalaires de plusieurs acini, ils vont se réunir pour former le canal intralobulaire ou bien le canal strié. D'accord? Donc plusieurs canaux intercalaires se réunissent pour former le canal intralobulaire ou bien le canal strié. Alors chaque canal strié déverse les sécrétions du lobule. Je répète, chaque canal strié va déverser les sécrétions du lobule dont il est issu au niveau du canal interlobulaire. D'accord? Donc plusieurs canaux striés vont fusionner pour donner le canal interlobulaire. Alors ce dernier canal excréteur aboutit dans le canal collecteur principal qui va déboucher dans la cavité buccale. D'accord? Donc vous avez ici un lobule. Les sécrétions du lobule vont être déversées dans le canal intercalaire. Plusieurs canaux intercalaires vont fusionner pour donner les canaux striés. Plusieurs canaux striés fusionnent pour donner le canal interlobulaire qui va déboucher dans le canal collecteur principal qui s'ouvre au niveau de la cavité buccale. Alors, l'expulsion des produits de sécrétion salivaire dans la lumière des acini se fait grâce à la contraction des cellules myo-épithéliales qui entourent chaque acinus. Donc, autour de chaque acinus, on a des cellules myo-épithéliales qui vont se contracter, ce qui va permettre, d'accord, la déversion des sécrétions salivaires contenues dans ces cellules au niveau du canal intercalaire, qui vont passer ensuite dans le canal intralobulaire, interlobulaire et dans le canal collecteur principal de la bouche. D'accord? Alors, comment se fait la production de la salive? Alors, la salive, la première salive, c'est-à-dire la salive primaire produite dans les acinis des glandes salivaires, elle a une composition en électrolytes et une osmolarité voisine du sel du plasma sanguin. Donc, elle a la même composition que celle du plasma. Alors, cependant, au fur et à mesure de son passage dans les différents canaux, canal intercalaire, strié et interlobulaire, elle subit des modifications. Alors, du sodium et du Cl- vont être réabsorbés, c'est-à-dire qu'ils quittent la lumière des canaux pour retourner dans le sang. D'autres ions, tels que les ions bicarbonate et les ions potassium, sont sécrétés, c'est-à-dire ils passent du sang vers la lumière des canaux salivaires. Alors, la salive finale qui est produite qui est sécrétée au niveau de la bouche, elle est en général largement hypoosmotique par rapport au plasma sanguin. Alors, la salive définitive, elle a une osmolarité de plus ou moins 70 milliosmoles par kilogramme d'eau, alors que le plasma, il a une osmolarité de 300 milliosmoles. Donc, c'est une sécrétion qui est très hypotonique par rapport au plasma sanguin. Alors, la production de salive, elle se fait par différents types de cellules, d'accord? Alors, on a les cellules séreuses et les cellules muqueuses. Alors, les cellules séreuses, elles sécrètent un liquide riche en enzymes nécessaires à la digestion comme l'amylase et des enzymes nécessaires à la protection, dont le lysozyme qui va détruire les bactéries. Les cellules muqueuses, par contre, elles produisent des mucines, c'est-à-dire des glycoprotéines qui sont stockées dans les grains. Alors, le mucus salivaire, il va fixer les éléments étrangers et il va servir de lubrifiant au cours de la déglutition et de la parole. Donc, si je reviens à cette diapo, donc au niveau des acini, vous avez deux types de cellules, les cellules séreuses qui sécrètent des enzymes et les cellules muqueuses qui sécrètent le mucus. D'accord? Alors, on a vu qu'il y avait trois types de glandes salivaires, les glandes parotides, les glandes sous-maxillaires et les glandes sublinguales. Alors, ces trois glandes ont des compositions en cellules différentes. Les glandes parotides, elles contiennent exclusivement des cellules séreuses, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter une salive qui est riche en enzymes. Les sous-maxillaires, ils contiennent une majorité de cellules séreuses, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter une salive qui contient beaucoup d'enzymes et peu de mucus. Et les sublinguales, elles contiennent un grand nombre de cellules muqueuses, c'est-à-dire qu'ils vont sécréter une salive riche en mucus et qui contient peu d'enzymes. Alors, quelles sont les fonctions de la salive? Alors, la salive, elle exerce en même temps un rôle mécanique et un rôle chimique. Le rôle mécanique, par l'intermédiaire du mucus, le mucus va lubrifier, c'est-à-dire humidifier les aliments.
ce qui va faciliter leur déplacement dans la bouche et ce qui va faciliter la déglutition, c'est-à-dire le passage des aliments de la bouche vers l'estomac à travers l'œsophage. Alors, le rôle chimique, il est réalisé par l'amylase. L'amylase, c'est une enzyme qu'on appelle aussi ptyaline. Elle est activée par les ions chlorure. Alors, je vous signale qu'elle n'agit qu'en milieu neutre ou faiblement acide. Son pH optimum, il est de 6,9. Et son rôle, elle va hydrolyser l'amidon en dextrine, c'est-à-dire en petite chaîne de glucose, et en maltose, un disaccharide de glucose. Alors, l'amylase, elle agit au niveau de la liaison alpha-1,4 de l'amidon. Alors, le rôle dégradatif de l'amylase se poursuit jusque dans l'estomac, mais il s'arrête dès que l'acidification des aliments atteint un certain niveau. Le pH passe en dessous de 4. D'accord? Donc maintenant, d'accord, les aliments, ils ont été dégradés au niveau de la bouche. On a la formation d'un bol alimentaire. Ce bol alimentaire, il doit être dégluti. Donc après avoir été mastiqué, les aliments forment un bol alimentaire qui sera dégluti. La déglutition, c'est quoi? C'est l'acte réflexe par lequel les aliments contenus dans la bouche sont propulsés vers l'estomac via l'œsophage. Alors le processus de déglutition va se diviser en 3 étapes: le temps buccal, le temps pharyngien et le temps œsophagien. Alors là, ici, on a la bouche, d'accord, avec le bol alimentaire représenté en vert. Après, on a le pharynx avec la trachée artère et avec ici l'œsophage, d'accord. Alors avant la déglutition, le bol, ici on a le bol alimentaire, alors pardon, avant la déglutition, le sphincter œsophagien supérieur, il est contracté et il bloque l'entrée de l'œsophage. Alors l'épiglotte, elle est remontée, la glotte, elle est ouverte, ce qui permet à l'air de circuler dans la trachée et de passer vers les poumons, d'accord. Alors la glotte, c'est quoi? C'est un orifice qu'on retrouve au niveau de la partie supérieure des voies respiratoires, c'est-à-dire du larynx. Et l'épiglotte, c'est une membrane qui permet de fermer la glotte. D'accord? Alors, le bol alimentaire va déclencher le réflexe de la déglutition lorsqu'il atteint le pharynx. Alors, dès qu'il atteint le pharynx, le bol alimentaire, il a le choix de passer soit dans les voies respiratoires, soit dans les voies digestives, d'où la nécessité de la fermeture des voies respiratoires. Alors, comment les voies respiratoires vont-elles se fermer? Alors, le larynx, qui est la partie supérieure des voies respiratoires, se déplace vers le haut et il va renverser l'épiglotte sur la glotte, d'où la fermeture de la glotte, ce qui empêche la nourriture de pénétrer dans la trachée. Donc le larynx se déplace vers le haut, il ferme la glotte par l'épiglotte, les voies respiratoires sont fermées, donc là le bol alimentaire, il n'a pas d'autre choix, il ne peut pas passer au niveau des voies respiratoires, il ne peut passer qu'à travers les voies digestives, c'est-à-dire au niveau de l'œsophage. D'accord? Après, le sphincter œsophagien supérieur va se détendre, il va s'ouvrir, ce qui va permettre au bol alimentaire de passer dans l'œsophage. Alors, après le passage du bol alimentaire dans l'œsophage, le larynx s'abaisse et ouvre l'accès de la trachée. Donc là, il n'y a plus de danger, d'accord? Les voies respiratoires peuvent s'ouvrir. Alors après, des ondes péristaltiques de contraction vont faire descendre le bol alimentaire dans l'œsophage jusque dans l'estomac. Donc voilà les différentes étapes de la déglutition. Donc la déglutition, elle permet le passage du bol alimentaire dans l'œsophage, ceci grâce à la fermeture des fosses nasales par la remontée du palémo, ce qui empêche la remontée des aliments vers les fosses nasales. Par la remontée du larynx, c'est un mouvement inconscient, ce qui permet la fermeture de la glotte par l'épiglotte, ce qui empêche la nourriture d'aller dans la trachée, et ouverture du sphincter œsophagien supérieur, ce qui entraîne le glissement du bol alimentaire vers l'œsophage.